beaucoup Caroline pour cette introduction et puis pour cette invitation. Je suis très honoré de clore ce cycle dont le programme a été particulièrement riche et intéressant. Je vais sans doute déborder un petit peu de la première partie du siècle que vous avez annoncé, puisque pour essayer de répondre à l'invitation de l'Hôtel de Lausanne et de l'île Saint-Louis, j'ai essayé de sélectionner mon propos aujourd'hui autour surtout des hôtels que j'ai étudiés concernant l'île Saint-Louis, même si je m'échapperai un peu de l'île, mais du coup ça nous conduira à passer de l'autre côté de la barre fatidique du milieu du XVIIe siècle. Comme vous l'avez... alors je vais peut-être passer sur l'autre écran. Comme vous l'avez annoncé, c'est effectivement une présentation qui est tirée de mes travaux lors des recherches que j'ai menées pour ma thèse de doctorat sur la manière d'habiter les hôtels particuliers du XVIIe siècle, qui était un travail qui visait à compléter l'état des lieux, alors finalement bien connu, de l'histoire architecturale des hôtels particuliers parisiens, et également l'histoire du décor intérieur des hôtels particuliers parisiens. Deux thèmes qui ont été très, très abondamment travaillés, même si on continue, et mes collègues continuent à apporter des nouveaux éléments sur ces deux histoires. Il me semblait, lorsque j'ai commencé ces recherches, qu'il manquait un troisième niveau de connaissance de ces hôtels particuliers parisiens du XVIIe siècle, et qui était celui de l'ameublement, et donc en gros de ce que l'on trouvait à l'intérieur de cette enveloppe architecturale décorée. Alors évidemment nous en avons ici un exemple sous les yeux qui nous permet de bien comprendre, avec cette grande salle de l'hôtel de Lausanne qui a gardé son plafond à la française, à poutres et solives peintes, mais qui, vous voyez, est dépourvu totalement de son ameublement d'origine. Et le point de départ de ce travail était d'essayer de prendre au mot cette phrase du professeur Alain Méraud, qui, dans son étude sur les cabinets du XVIIe siècle, indiquait en introduction qu'il était en gros quasiment impossible de retrouver, de restituer les ameublements parisiens, les intérieurs parisiens du grand siècle. Je me suis donc pris au jeu d'essayer, non pas de le détromper, puisqu'en effet, il est impossible de reconstituer par des objets réels, dans des intérieurs réels conservés, ces intérieurs du grand siècle. Toutefois, il est possible de s'en approcher, enfin j'ai en tout cas émis l'hypothèse qu'il était possible de s'en approcher, par le croisement de plusieurs sources d'archives et surtout par l'analyse des meubles conservés et par un jeu intellectuel de reconstitution intellectuelle et très souvent imaginaire, d'essayer de replacer à l'intérieur de ces pièces vides. Je prenais l'exemple de cette grande salle de Lausanne, mais vous avez à l'écran l'une des pièces de l'hôtel Lambert démeublée. Ces exemples de grandes pièces qui suggèrent par leur décor intérieur un certain luxe, un certain faste, et en même temps qui, par le contraste de ce plancher vide, de cette absence totale de meubles, indique bien qu'il manque quelque chose pour bien comprendre la valeur et surtout l'usage de ces pièces des hôtels particuliers. Alors, pour ce faire, je me suis donc basé sur un certain nombre d'éléments que j'ai essayé de regrouper finalement sur cette planche. Le point de départ principal pour moi a été de me replonger dans les inventaires après décès, qui sont des sources notariées conservées aux archives nationales de manière tout à fait... formant un corpus très cohérent pour le XVIIe siècle, qui sont des documents qui ont déjà été très travaillés pour toute la partie que l'on appelle les papiers, c'est-à-dire la dernière partie des inventaires après décès, qui donne énormément d'informations sur l'histoire d'une famille. Mais il y a toute la première partie de l'inventaire qui généralement a été oubliée, en tout cas passée. C'est la partie la plus fastidieuse. C'est celle qui décrit les meubles trouvés pièce par pièce dans les hôtels particuliers et qui effectivement ont tout le côté ennuyeux d'une liste d'objets et d'une valeur qui est donnée en face de ces objets pour dresser la masse d'une succession.
C'est donc un document à la fois très riche, mais en même temps très rébarbatif, dont j'ai mis ici en tête la page de garde de l'inventaire de l'un des hôtels de l'île Saint-Louis que j'ai étudié, qui est l'hôtel Esselin, que l'on connaît bien par ailleurs pour toute son histoire architecturale. Et l'inventaire dont vous avez la page de garde à gauche ici décrit donc les biens de ce Louis Esselin, de ce fastueux Louis Esselin, qui a fait construire donc sur le quai de Béthune cette maison que l'on connaît bien par les publications, notamment les gravures faites publiées par Marot, avec cette façade de l'hôtel qui est représentée avec son petit jumeau à gauche, l'hôtel de Cinquetot, qui se trouve là, et l'hôtel Esselin qui correspond au pavillon de droite et à la partie centrale. Et accompagnant ces élévations se trouvent les plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l'hôtel, qui sont publiés par Marot, mais qui, vous le voyez, sont publiés sans aucune légende, c'est-à-dire sans aucune affectation des pièces à l'intérieur de ces cases. L'idée pour moi, vous l'avez tout de suite compris, a été de relier ces documents graphiques, ou dans le meilleur des cas, les bâtiments en eux-mêmes lorsqu'ils subsistent, de relier donc ces documents graphiques ou les bâtiments, c'est-à-dire les cases que représente chacune de ces pièces dans un plan ou dans un bâtiment réel, avec la liste des objets qui se trouvent décrites dans le document d'archives. C'est un jeu assez simple, mais que l'on n'avait pas mené jusque-là, d'essayer de remplir les vides, ces pièces vides ou ces cases vides, à partir des informations trouvées dans les inventaires après décès, décrites par le notaire avec plus ou moins de précision. Et c'est le travail auquel je me suis attaché donc pour ces 24 hôtels que mentionnait Caroline tout à l'heure, dont vous avez la liste ici, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, étudiée donc entre 1610 et 1716, qui permettait de couvrir une évolution de l'art d'habiter dans ces hôtels à Paris entre la mort d'Henri IV et la mort de Louis XIV, avec une sélection d'hôtels qui sont des hôtels que l'on connaît, soit parce qu'ils sont conservés, soit parce on connaît leur plan, leur organisation, par le biais notamment des gravures de Marot ou par d'autres documents qui permettent d'avoir un cadre architectural. L'idée pour moi étant d'avoir un inventaire ou plusieurs inventaires du XVIIe siècle ou du tout début du XVIIIe, et en regard donc un plan ou un volume avec des cases vides à remplir. Sur cet ensemble que j'ai repéré, alors je ne sais pas si c'est extrêmement lisible à l'écran, j'ai essayé de repérer la localisation de ces différents hôtels qui se trouvent majoritairement naturellement dans le Marais, le quartier aristocratique du XVIIe siècle. Également autour du quartier du Louvre et du Palais Royal se trouve un certain nombre des demeures les plus modernes, notamment autour de la place des Victoires qui se trouve ici. Et puis naturellement sur l'île Saint-Louis, qui est ce quartier émergent et extrêmement important pour les années 1640, dans lequel se trouvent regroupés 3 hôtels qui m'ont intéressé à la pointe. Le plus grand, l'hôtel de Bretonvilliers, ici, l'hôtel Lambert, son petit voisin, qui est moitié moins grand que l'hôtel de Bretonvilliers, puis le petit hôtel Esselin, enfin petit en superficie, mais extrêmement important par ailleurs. Et puis quelques-uns rive gauche, l'hôtel qui a abrité longtemps le musée de l'assistance publique, ici, sur le quai de la Tournelle, l'hôtel de Miramion, le voisin de l'hôtel de Miramion, pardon. Et puis quelques-uns rive gauche dans ce qui va devenir le Faubourg Saint-Germain, mais le Faubourg Saint-Germain explose véritablement au XVIIIe siècle et les grandes demeures sont principalement construites au XVIIIe, mais il y a quelques prémices qui se distinguent ici. C'est une manière de donner cette géographie de l'habitat aristocratique parisien totalement déséquilibré entre la rive gauche et la rive droite, et avec cet effet de balance entre l'Est et l'Ouest parisien, et qui va bientôt passer de l'autre côté, et c'est effectivement surtout le Faubourg Saint-Honoré, le Faubourg Saint-Germain qui vont se développer par la suite. Alors en face de ces maisons et de ces inventaires, il fallait aussi jouer sur un certain nombre de comparaisons possibles. Les comparaisons évidemment deviennent possibles avec les meubles en eux-mêmes, puisqu'à partir du XVIIe siècle, on conserve finalement entre les collections privées, les antiquaires, les collections des musées, un corpus assez
complet d'objets originaux, de meubles originaux du XVIIe siècle, provenant donc que l'on peut rapprocher ou qui peuvent illustrer les mentions des inventaires après décès. Et puis aussi, à partir du XVIIe siècle, et surtout à partir des années 1630, on commence à avoir un corpus iconographique qui lui aussi est très complet. C'est essentiellement le corpus des gravures d'Abraham Bosse, qui à partir des années 1630 représente un certain nombre d'intérieurs, ces gravures très très célèbres qui représentent des intérieurs, alors plutôt de la haute bourgeoisie, plus que de l'aristocratie qui habite les hôtels particuliers, mais les intérieurs de la haute bourgeoisie, qui vont donner des points de comparaison importants. Et puis un peu plus tard dans le siècle, sous le règne de Louis XIV, dans les années 1670-1680, un certain nombre de gravures qui sont entre un mi-chemin entre la gravure de mode ou la gravure de genre, qui représente des moments de la vie quotidienne, notamment dans une célèbre suite consacrée aux dames de qualité. Donc vous avez ici un exemple d'une dame de qualité faisant la méridienne, c'est-à-dire la pose du milieu du jour, où elle se repose sur son lit de repos, et qui, dans certains cas, notamment dans les collections des gravures de la bibliothèque municipale de Versailles, sont des gravures en couleur, qui vont évidemment ici pallier, comme un certain nombre de tableaux naturellement, au manque habituel des gravures de Bosse, qui sont évidemment toujours en noir et blanc, ou alors qui ont été colorées par la suite, mais qui vont me permettre, qui m'ont permis de valider les informations de couleurs que l'on pouvait trouver dans les inventaires, et de mettre en regard un certain nombre d'images, et de permettre de mieux comprendre comment les meubles étaient assemblés à l'intérieur d'une pièce. Alors, puisqu'en effet, une fois qu'on a ces inventaires après décès d'un côté, ces architectures et ces appartements de l'autre, un certain nombre d'images qui viennent en soutien, un certain nombre d'objets dont l'authenticité parisienne est avérée, du XVIIe siècle parisien est avérée, on se retrouve avec un matériel finalement assez riche, assez vaste, assez nombreux, mais qui sont autant de pièces d'un puzzle géant qu'il faut recomposer pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Alors, cet assemblage, j'ai choisi de l'aborder selon 3 niveaux de détail pour essayer de mieux comprendre comment se passe la vie à l'intérieur de ces hôtels particuliers. On peut la regarder dans un premier temps à l'échelle de l'appartement, c'est-à-dire du logement d'une personne à l'intérieur d'un hôtel particulier. Ensuite, à la taille de la pièce, puisque toutes les informations des inventaires sont faites pièce par pièce, c'est-à-dire que l'on a une liste d'objets pour une pièce, et donc il faut faire en sorte que tous ces objets tiennent dans la pièce, et à partir de ce moment-là se posent toutes les questions d'assemblage, comment on fait lorsqu'une pièce semble trop petite pour placer tous les meubles qui se trouvent dedans, inventoriés, etc. Et puis enfin, ces inventaires sont une source d'information très importante pour chacun des objets, notamment pour des objets aujourd'hui disparus ou mal conservés, ou pour avoir des informations sur des couleurs, sur des matériaux, alors que les objets aujourd'hui peuvent avoir été regarnis, par exemple, ou les peintures des sièges peuvent avoir été refaites, etc. Il y a tout un nombre d'informations sur les couleurs, les matériaux et également les valeurs qui sont très importants et qui permettent d'avoir un meilleur regard sur l'intérieur de ces hôtels. Et donc je vais reprendre rapidement ces 3 points, l'appartement, la pièce et les meubles, pour essayer de vous donner quelques-unes des conclusions auxquelles on peut arriver et qui vont permettre de mieux comprendre l'intérieur de ces hôtels. Je vais revenir un instant sur cette vue générale sur les hôtels. Je reconnais qu'initialement, il aurait fallu peut-être une séance consacrée plus particulièrement à l'architecture des hôtels, mais je voudrais revenir rapidement sur la définition de l'hôtel particulier parisien du XVIIe siècle, même si je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, mais il faut revenir sur cette définition qui a été essentiellement donnée par Alexandre Gady dans son grand ouvrage sur les hôtels particuliers parisiens. L'hôtel particulier parisien, c'est une grande maison qui abrite une famille
dans le meilleur des cas, évidemment, l'image d'Esselin n'est pas la meilleure, puisqu'il était seul habitant de sa maison, mais en général, c'est une maison de famille, de l'aristocratie parisienne, des princes ou des puissants, essentiellement des financiers, comme on vous le rappelait tout à l'heure, et ce sont très souvent des maisons construites par des financiers et qui peuvent être ensuite occupées par des princes, des ministres ou des très hauts fonctionnaires, des très grands officiers. En tout cas, c'est une maison qui, en général, accueille plusieurs membres d'une même famille, qui, par ce biais-là, nécessite la présence de plusieurs appartements, et des familles qui ont la nécessité, par leur rang, par leur place au sein de la société d'Ancien Régime, d'avoir une activité de réception, une activité d'apparat, donc qui nécessite un certain nombre d'espaces de réception, mais également d'espaces techniques pour assurer le train de vie de l'ensemble de la famille. Ces espaces techniques sur lesquels je vais quasiment rien dire aujourd'hui, puisque finalement l'étude des inventaires n'apporte pas grand-chose de plus. Ce sont tous les espaces des services de bouche, principalement, des cuisines, des offices, de la vie domestique, et les espaces liés aux écuries, aux remises de carrosses, etc., qui sont autant d'espaces que l'on identifie très bien dans les maisons, dans les plans, par leur typologie même. La cuisine se reconnaît tout de suite par la grande cheminée qui est toujours dessinée en plan, les écuries également. Ce sont des espaces qui se trouvent toujours au rez-de-chaussée de l'hôtel et qui se trouvent le plus près de l'entrée possible ou autour de la basse-cour. Donc ce sont des espaces qui finalement ne posent pas du tout de problème d'identification, à la différence de l'identification de la fonction réelle de ces différents carrés ou rectangles du premier étage de l'hôtel Esselin, qui, lorsque l'on a comme ça un plan muet, c'est-à-dire sans légende, sont des espaces dont on a du mal à comprendre la fonction réelle. Et en fait, l'étude de l'ameublement va permettre de rentrer un petit peu mieux, d'apprécier un peu mieux la fonction de chacune de ces pièces au sein de l'appartement. Donc tout cet espace technique, je n'y reviens pas plus. Il faut y ajouter, évidemment, dans la définition de l'hôtel particulier, la présence indispensable d'au moins une cour, naturellement, mais surtout d'un jardin. Dans le cas de l'hôtel Esselin, les deux espaces se succèdent, la cour est ici, et le jardin occupait l'espace du fond de la parcelle, qui est un espace d'agrément, qui est un signe de luxe, puisque le jardin est un grand espace vide qui n'est pas utilisé, qui n'est pas rentabilisé du point de vue immobilier, et qui est au contraire la démonstration d'un luxe. Mais ce sont des jardins privés, qui ne sont pas accessibles à tous, dont l'accès est même très, très contraint, puisque dans la plupart des cas, on y accède par l'appartement du rez-de-chaussée, et l'accès à un appartement n'est pas donné évidemment à tout le monde, et donc l'accès au jardin se fait sur invitation essentiellement. Alors, enfin, non, un dernier point, à partir de ces plans, et l'exemple d'Esselin est particulièrement évident avec l'absence de légende, la composition d'un appartement dans un hôtel particulier du XVIIe siècle est, a priori, lorsqu'on regarde les traités d'architecture de l'époque, assez simple, assez standardisé, et on sait que depuis la fin du XVIe siècle, les hôtels particuliers parisiens ont adopté pour la distribution d'un appartement le modèle qui a été mis en place dans les appartements royaux, essentiellement sous le règne d'Henri III, de la succession d'au moins 5 pièces principales qui sont d'abord une salle, donc une grande salle comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui marque le début d'un appartement. Ensuite, la théorie indique la présence d'une antichambre, qui est une pièce qui a fait son apparition dans les intérieurs royaux au XVIe siècle, et qui vient faire un espace tampon intermédiaire entre la grande salle et la chambre, qui est la pièce principale de l'appartement. Et après la chambre se trouve traditionnellement un cabinet, donc une pièce de retraite, ou de travail, une pièce moins publique que la chambre, et la chambre est aussi systématiquement dégagée par ce qu'on appelle une garde-robe, qui peut paraître, qui est une pièce technique en fait, qui est une pièce de rangement, mais qui peut avoir, lorsqu'on analyse le mobilier qui se trouve à l'intérieur, des fonctions
bien plus importante, et c'est cette succession donc de salles, antichambres, chambres, cabinets et garde-robes qui forment le noyau de base de l'appartement parisien. Toutefois, il peut y avoir des variantes, et on en trouvera de nombreux exemples, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces appellations, salles, antichambre, chambre, cabinet, garde-robe, sont les 5 mots du vocabulaire qui désignent toutes les pièces d'un appartement. Et notamment, les notaires, lorsqu'ils dressent les inventaires après décès, n'utilisent pas d'autres mots que ces 5 mots-là. Par exemple, le mot chambre va désigner aussi bien la pièce principale de l'appartement principal de l'hôtel que la chambre du domestique, par exemple. Et le mot chambre, par ailleurs, dans le vocabulaire français du XVIIe siècle, recouvre une appellation extrêmement vaste. Que ce soit une pièce où la pièce principale où l'on... Oups, qu'est-ce qui se passe ? Excuse-moi. Que ce soit la pièce principale où l'on loge. Ça viendra. D'accord. Mais le mot chambre désigne en fait n'importe quelle pièce, que ce soit le lieu où l'on dort, qu'un lieu qui a un tout autre usage. C'est un mot au XVIIe siècle extrêmement générique. Le mot cabinet, de la même manière, est un mot qui peut désigner aussi bien une pièce de travail, par exemple, une pièce relativement intime, mais va désigner aussi n'importe quel petit espace, un cabinet ou peut-être un petit espace de rangement, par exemple. Et on s'aperçoit très vite que dans le vocabulaire qui est employé par les notaires, ou même par les architectes lorsqu'ils légendent leurs plans, il y a finalement beaucoup d'imprécisions. On s'aperçoit que toutes les chambres ne sont pas des pièces dans lesquelles on dort, et que tous les cabinets ne sont pas forcément des pièces privées dans lesquelles on va trouver des collections ou un bureau signifiant un lieu de travail. Et donc c'est en cela que l'analyse du mobilier qui se trouve à l'intérieur des pièces va permettre de mieux comprendre la fonction de ces pièces et de rentrer dans une distribution beaucoup plus précise et beaucoup mieux détaillée. Alors, ben voilà, j'avais cette série de plans qui étaient censés illustrer ce que je viens de vous expliquer en se basant sur les plans de l'hôtel Lambert. Vous avez ici 4 séries de plans du premier étage de l'hôtel Lambert à différents moments. En haut à gauche se trouve le plan à l'état de projet, un dessin autographe de Louis Levaux, donc un plan totalement muet, qui ne permet pas de comprendre le détail de l'organisation de l'hôtel. Le premier plan légendé de l'hôtel Lambert qui a été publié par Mariette dans son recueil, dans son anthologie des grands bâtiments de l'architecture française, mais qui est publié au XVIIIe siècle. Et Mariette publie un état de l'hôtel Lambert qui date du XVIIIe, avec des noms, des désignations de pièces qui datent du XVIIIe et notamment qui font état de cloisonnement, notamment ici, vous le voyez, dans l'aile entre la cour et le jardin. Dans l'état Levaux, il y a une seule pièce, et dans l'état du XVIIIe, la pièce a été séparée en 2 pièces. De la même manière, le rez-de-chaussée de la Grande Galerie ne comporte qu'un seul volume dans l'état Levaux, alors qu'il y a 2 pièces au XVIIIe. Donc on ne peut pas se baser véritablement sur la distribution proposée par Mariette pour comprendre la fonction des pièces, puisque manifestement, il y a eu une évolution d'usage et des modifications architecturales. Ce qui a emmené les historiens du XXe siècle à essayer de restituer l'état d'origine, c'est ce qu'a proposé l'historien Dietrich Feldmann en 1976, mais uniquement à partir des documents d'archives architecturaux, mais pas en exploitant les indices donnés par les ameublements, ce qui donne un certain nombre d'imprécisions, puisque la salle s'appelle salle, la galerie s'appelle galerie, cabinet doré parle d'un cabinet et de son décor, mais ne parle pas de son usage réel. Et puis enfin, il y a l'état actuel, le relevé de l'état, ici nous sommes avant les travaux, donc dans l'état Rothschild, qui lui-même témoigne d'autres transformations et d'autres usages et d'un mode de vie du XXe siècle. Ce qui m'intéresse ici, à nouveau, comme pour l'hôtel Esselin, c'est de remplir les vides de l'état d'origine et de corriger finalement le travail de Feldmann.
Alors pour ceci, j'ai, au fur et à mesure de l'analyse des inventaires après décès, mis en place ma petite méthode personnelle que j'ai essayé de résumer ici. Alors dans ce graphique pas tellement élégant, mais qui résume en fait les différents types d'ameublement, en essayant de définir 3 grands types d'ameublement. Il y a les ameublements, il y a finalement dans la séquence des pièces que je vous ai annoncé tout à l'heure, il y a les familles des salles, c'est-à-dire des espaces de réception, il y a la famille des chambres et il y a la famille des cabinets. Donc la famille des salles pour la réception, des chambres pour le sommeil et des cabinets pour les lieux de retraite, les lieux plus privés et les lieux de travail notamment. Et puis, autour de dans ces 3 familles de pièces, je me suis aperçu qu'il y avait en gros 3 degrés de richesse de ces ameublements, 3 degrés de richesse en termes de nombre d'objets ou de qualité d'objets qui permettaient de préciser à chaque fois la destination de ces pièces. L'ameublement le plus simple de la salle de réception est composé essentiellement de tentures et de quelques sièges, mais lorsqu'on rajoute des sièges légers et une table et un meuble destiné au lavement des mains, on repère l'apparition d'une salle à manger. Et lorsque on avance vers un ameublement encore plus riche, que ce soit dans la valeur des tapisseries, dans la qualité des meubles d'exposition, notamment de la qualité du plateau de la table, on arrive à ce qu'on appelle une grande salle véritablement. Et à chaque fois, il y a ainsi 3 degrés de richesse qui peuvent se repérer dans ces ameublements. Mais surtout, on s'aperçoit que ensuite, ces 3 familles de pièces ne sont pas tout à fait imperméables les unes aux autres, et on s'aperçoit, et c'est ce que j'ai essayé de rendre par les variations de couleurs, mais je ne suis pas très bon dans ce jeu-là, on s'aperçoit qu'il y a des pièces qui partagent des caractéristiques de 2 familles. C'est le cas notamment des grandes chambres qui vont partager l'élément de base de la famille chambre, c'est-à-dire la présence d'un lit, avec l'élément de base de la famille salle qui sont les meubles de réception, la présence des sièges notamment, et qui vont permettre d'avoir ici l'apparition du type de la grande chambre, par exemple, qui est une pièce qui partage donc les usages de la pièce du sommeil avec les usages de la pièce de réception, avec un degré de luxe maximum qui permet donc de se trouver sur cette ligne-là, la grande chambre. On va voir apparaître de la même manière le grand cabinet, qui est une pièce qui associe les meubles de réception des salles avec les spécificités des cabinets, notamment des cabinets de collection, la présence de collections d'œuvres d'art. Et ainsi, j'ai placé ce grand cabinet entre ces 2 familles. On va voir apparaître notamment aussi le salon qui va se trouver être entre la qualité des pièces de réception des grandes salles, mais une certaine richesse qui est liée à certains objets, notamment les cabinets, qui sont traditionnellement issus des chambres à coucher. Donc vous voyez qu'on peut arriver au-delà des 5 pièces officielles, je ne rentre pas plus dans le détail, mais vous avez ici la liste de toutes les pièces que j'ai pu identifier dans ces 3 familles. Au-delà des 5 mots du vocabulaire que l'on repère au départ, on arrive à une collection de pièces qui est beaucoup plus complète et qui renseigne sur des usages, qui renseigne beaucoup plus, sur les usages à l'intérieur de ces hôtels. Notamment, on voit apparaître bien avant le XVIIIe siècle la présence de pièces qui vont que l'on considérait jusqu'alors typiquement du XVIIIe, notamment la salle à manger ou le salon, qui sont des pièces pour lesquelles la théorie du XVIIe ou les textes du XVIIe n'utilisent pas ces termes-là, mais en fait on s'aperçoit que le mobilier désigne bien des pièces où l'on mange et des pièces où l'on reçoit de manière fastueuse. Et ainsi, on peut arriver à des distributions qui sont beaucoup plus précises que celles qui sont publiées dans les ouvrages du XVIIe ou du XVIIIe, ou celles qui sont décrites et rentrer plus dans le détail. Et pour essayer de s'y retrouver, à nouveau, je prends l'exemple de l'hôtel Lambert. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement très lisible. Je l'espère. Vous avez sur cette planche présenté en haut la distribution donc publiée par Mariette, donc cette fameuse distribution
du XVIIIe siècle avec les indications du type de pièce finalement, qui permet de comprendre la circulation à partir du grand escalier, un vestibule, une antichambre, une bibliothèque ici, et enfin ici une seconde antichambre, un grand cabinet, et un deuxième cabinet ici, suivi d'une chambre à coucher. Et un autre appartement qui se développe de l'autre côté du grand escalier, ici à gauche. En bas, j'ai essayé de restituer les informations données par l'inventaire après décès. Ce sont les noms des pièces qui sont donnés ici en noir dans cette liste-là, qui donnent des informations qui sont les mots employés par les notaires. Et puis en rouge, c'est le type d'ameublement que l'on trouve à l'intérieur, décrit à l'intérieur de cette pièce. Et ce qui permet de mieux comprendre. Et donc dans le système de couleurs que je vous ai indiqué ici, plus on a des couleurs claires, plus on se trouve dans les typologies les moins riches, les plus simples, si vous voulez, les moins complexes. Et on s'aperçoit ainsi que le premier étage de l'hôtel Lambert, même s'il est composé d'un grand appartement et d'un petit appartement en termes de pièces, c'est-à-dire ici, côté jardin, on a des grandes pièces, une galerie et une grande salle ici, qui est appelée grande salle, on a des ameublements qui sont relativement modestes, notamment dans la grande salle entre cour et jardin, on a un ameublement de salle, c'est-à-dire un ameublement très simple. Et le rez-de-chaussée de la grande galerie s'avère être la pièce dans laquelle se trouve véritablement l'ameublement de type grande salle, c'est-à-dire un ameublement un petit peu plus riche, marqué par la présence notamment d'une grande table avec un plateau de marqueterie qui se trouve au centre. Et on s'aperçoit en revanche que l'on a dans cette zone-là uniquement des pièces de réception. Et en revanche, de l'autre côté, dans l'aile gauche, sur cour, se trouvent des pièces d'habitation avec essentiellement des chambres, ici, qui sont dans cette couleur-là un peu saumon, qui n'est pas très élégante, mais qui sont les appartements du seigneur président, c'est-à-dire le président de Torigny, Jean-Baptiste Lambert. C'est ici l'état en 1669, au moment de la mort de sa femme. Et on s'aperçoit que toute cette zone-là est composée d'un petit appartement dans lequel se trouve finalement l'appartement quotidien du seigneur, du président Lambert, qui se trouve là dans des ameublements relativement simples, et se trouvait donc placé dans cette aile-là l'appartement du président et de sa femme qui occupait l'espace au bout vers la rue Saint-Louis-en-Lille. Donc un premier étage finalement relativement simple et relativement correspondant à des pièces d'introduction finalement d'appartements et des pièces de vie quotidienne des maîtres de maison dans l'aile gauche dans des espaces finalement relativement modestes. Et lorsqu'on passe à l'étage supérieur, on se retrouve avec un dispositif qui lui est différent. C'est-à-dire que l'on trouve dans l'aile entre la cour et le jardin la succession de deux pièces qui, vous le voyez, trouvent un ameublement beaucoup plus riche. Les couleurs ici sont plus soutenues, les pièces de 1 et de 2 correspondant donc à une première antichambre qui a un ameublement de salon, c'est-à-dire l'un des ameublements les plus luxueux, et suivi par une pièce ici en 2-2 que l'on appelle la grande chambre dorée, et qui est effectivement meublée vraiment avec le type le plus luxueux de la chambre, c'est-à-dire notamment avec ce qu'on appelait un lit d'ange, c'est-à-dire un grand lit très décoratif en bois doré et sculpté, qui était un lit qui se caractérisait par la garniture de tissu extrêmement riche, extrêmement décorative, mais qui était ce qu'on appelle au XVIIe un lit d'ange, un type de lit qui était exclusivement réservé à l'apparat. C'est-à-dire que c'est un lit que l'on ne peut pas fermer, que l'on ne peut pas clore, à la différence des lits à rideaux que l'on trouve dans toutes les autres chambres, et qui est toujours le signe d'une pièce, d'une chambre, pardon, qui est purement une chambre d'apparat, une pièce de réception purement décorative dans laquelle on ne dort pas. Et c'était le cas donc de cette pièce-là. Et puis on s'aperçoit que dans la suite de cet appartement du deuxième étage de l'hôtel Lambert se trouve un grand nombre de pièces vides. Ce sont toutes ces pièces que j'ai laissées en gris. Alors le vestibule, c'est pas très étonnant, mais en revanche la grande galerie d'Hercule qui se trouve là ne présente aucun ameublement à cette époque-là, en 1679. Et de la même manière,
à l'extrémité de l'aile qui donne donc sur la rue, la pièce que l'on va appeler, en tout cas que l'on appelle dans l'inventaire la chambre à l'italienne, et qui correspond au cabinet des Muses, qu'on appelle couramment le cabinet des Muses, est une pièce qui n'a pas d'ameublement particulier. Ce qui désigne donc que toute la valeur de la pièce vient du décor de Lambry, du décor peint, de tableaux et du plafond, et que l'on n'a pas souhaité rajouter de meubles dans cette pièce-là, à cette époque-là. Et puis en revanche, dans l'aile gauche, on retrouve un appartement plus important, là aussi composé d'une suite de pièces plus importantes. Alors je m'aperçois évidemment à ce moment-là que je me suis trompé dans la désignation. C'est à cet étage-là que se trouve l'appartement du président Lambert, avec un ameublement plus important, comme vous l'avez ici, octogone dépendant de l'appartement du seigneur président. Et le président que l'on appelle président au premier étage, c'est son fils, qui se trouve occuper l'espace inférieur. Le président se trouve à l'étage le plus important, de plein pied. Mais vous voyez que l'on a un dispositif, et ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà bien dans l'histoire de l'hôtel Lambert, et c'est l'une des spécificités de l'hôtel Lambert, c'est que l'architecte Levaux a donné une distribution assez complexe, où finalement on a un grand appartement d'apparat dans lequel véritablement personne n'habite en particulier. On n'attribue pas le grand appartement à monsieur ou à madame ou à un membre de la famille, et c'est un appartement qui se développe sur 2 étages. Le début du circuit se passe dans cette zone-là, avec la grande salle et le rez-de-chaussée de la galerie, et se poursuit au premier étage, au deuxième étage, dans ces espaces-là. Exactement le principe qui se passe ici, à l'hôtel de Lauzun, qui est l'une des particularités des hôtels de Lille, c'est-à-dire de ne pas développer le grand appartement sur un seul niveau, mais de les développer sur 2 niveaux. Ici, nous avons la grande salle, mais vous le savez sans doute, se trouve au-dessus l'antichambre, la grande chambre et le cabinet. Ce qui permet de faire que le grand appartement profite, toutes les pièces du grand appartement profitent de la vue sur la Seine, sur le fleuve, qui est toujours le but recherché. Et là aussi, de cette manière-là, toutes les pièces du grand appartement bénéficient de la vue sur le jardin et au-delà vers le fleuve. Alors que les pièces de vie quotidienne, les petits appartements de la famille, se trouvent relégués, entre guillemets, de l'autre côté de la cour, avec des vues qui sont beaucoup moins intéressantes, qui donnent toutes sur la cour. Et on se trouve donc ainsi, grâce aux ameublements, à mieux comprendre l'espace et à imaginer que c'est un hôtel qui finalement vit beaucoup plus dans sa partie gauche, ici, dans l'aile gauche, et de manière exceptionnelle dans les grands appartements qui se trouvent à droite, côté jardin. Alors effectivement, l'analyse des inventaires après décès, avec la désignation très précise des pièces et notamment de l'usager des pièces, permet de beaucoup mieux comprendre l'organisation et la répartition des occupants des hôtels. Alors je fais une petite incartade en dehors de l'hôtel des hôtels de l'île Saint-Louis pour juste regarder la distribution de l'appartement de Louis Philippot de la Vrière dans son hôtel à proximité de la place des Victoires, qui est un personnage extrêmement important. C'est un hôtel construit par François Mansart et qui occupe, pour lequel donc le maître de maison occupe tout le rez-de-chaussée que j'ai représenté ici en bleu. Et c'est l'une des appartements les plus importants. On s'aperçoit que le marquis de la Vrière possède un appartement considérable qui dépasse, vous le voyez très largement, les 5 pièces dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, lorsqu'on lit l'inventaire, permet de bien comprendre une organisation qui définit encore mieux donc, le caractère des hôtels particuliers parisiens. En fait, c'est un appartement qui se divise en 2 parties, autour de ce vestibule que j'ai numéroté 01, avec à gauche la partie, j'allais dire, de vie quotidienne de l'appartement du marquis de la Vrière, avec une grande salle qui sert de salle à manger, une antichambre, l'antichambre qui sert de salle à manger, et la chambre ici, suivie de sa garde-robe qui se trouve là. Donc les appartements de vie quotidienne, alors que toute la partie à droite correspondent aux parties d'activité professionnelle, j'allais dire, du marquis de la Vrière qui était ministre, et qui consiste en son cabinet de travail, son antichambre, qu'on appelle anticabinet, et une bibliothèque, et qui se prolonge par une galerie en rez-de-chaussée.
Et on s'aperçoit effectivement, et c'est la même cas chez le chancelier Séguier par exemple, d'appartements qui peuvent avoir des développements extrêmement importants et qui ici correspondent bien à l'importance de la vie et la nécessité de très clairement dissocier la vie quotidienne de la vie professionnelle. Et ici c'est très, très clair grâce à ce balancement qui existe de part et d'autre du vestibule central. Alors, effectivement, le repérage que l'on peut faire des utilisateurs de ces différents appartements permet aussi de mettre en lumière les inégalités flagrantes qui existent dans cette société d'Ancien Régime aristocratique entre les appartements des hommes et des femmes. Je fais ici une toute petite parenthèse avec cet exemple de l'hôtel de Sully, dans son état de 1634, alors où de manière extrêmement conventionnelle que je déplore, j'ai représenté en bleu l'appartement du duc de Sully qui occupe le premier étage, qui, vous le voyez, occupe une séquence très importante d'appartements de pièces de vie quotidienne ici, mais avec un certain nombre de pièces de réception extrêmement importants de l'autre côté de l'escalier, avec notamment la galerie en retour qui se trouve là, alors que la duchesse, elle, occupe au rez-de-chaussée une partie très modeste de ce volume, et ce qui est une typologie importante. Et on s'aperçoit effectivement que dans la plupart des hôtels parisiens, le rez-de-chaussée est occupé par madame et le premier étage par monsieur, le maître de maison à l'étage noble, son épouse le rez-de-chaussée, alors ce qui donne quand même un certain nombre de commodités, puisque au rez-de-chaussée elle est beaucoup plus proche des services, notamment des services de bouche, mais aussi elle maîtrise l'accès au jardin, ce qui est toujours un point important, un élément stratégique important. Je m'aperçois que je parle beaucoup trop, que je suis beaucoup trop long, donc je vais avancer un petit peu. Alors dans ces typologies d'appartements aussi, je voulais vous indiquer que cette répartition, mais que l'on a déjà pointée avec l'hôtel Lambert, l'analyse des ameublements permet de mieux comprendre les dispositifs et notamment les usages dans les grands hôtels parisiens, de mieux comprendre la séparation qui existe entre l'appartement d'apparat et l'appartement de vie privée. Je ne vais pas rentrer parce que je vous l'ai déjà indiqué avec l'hôtel Lambert, mais il y avait un autre exemple très célèbre avec l'hôtel de Chevreuse, où l'on voit très clairement apparaître ici en plan, avec l'indication de cette petite balustrade et du lit, la présence d'une grande chambre qui se trouve bien au cœur de l'appartement. Et en lisant l'inventaire après décès, on s'aperçoit bien que cette pièce est une pièce purement d'apparat, de réception, mais que la vraie zone de vie quotidienne de l'appartement se trouve ici au premier étage, et la chambre à coucher, là où se trouve vraiment le lit et l'ameublement confortable lié au sommeil, se trouve reporté du côté de la basse-cour, avec une vue moins intéressante, mais à proximité d'une garde-robe, d'un petit escalier, et aussi à proximité des services du rez-de-chaussée. Et donc c'est ce qui permet de mieux comprendre, et on s'aperçoit que l'architecture ici désigne très bien un espace purement de réception à droite, avec des volumes grands et réguliers, et ici un assemblage dans un corps de logis double, des pièces plus petites, plus confortables, et plus faciles à aménager et à chauffer. Alors le deuxième point, ensuite, c'est à l'intérieur de chacune des pièces. Si on arrive à mieux comprendre les fonctions de ces pièces et à s'apercevoir que les fonctions sont beaucoup plus riches que le vocabulaire ne la laisse imaginer, il y a ensuite le jeu de faire rentrer les meubles à l'intérieur de chacune des pièces. Et là, c'est vraiment l'iconographie qui permet d'éclairer les mentions des inventaires après décès, et notamment dans le cas où on a effectivement un nombre d'objets qui semble bien plus important que ce que le volume de la pièce laisse supposer. Et en regardant l'iconographie, et notamment ce type de gravure d'Abraham Boss, on comprend mieux que la surprise que donne à lire en général les inventaires lorsqu'ils décrivent dans une même pièce la présence par exemple de tapisseries et de tableaux, ou de tapisseries et de miroirs. Dans notre usage du XXe siècle, on n'aura jamais l'idée d'aller accrocher un tableau sur une tapisserie des Gobelins. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est un usage extrêmement fréquent, et les gravures de Boss comme celle-ci vous montrent très clairement ici un intérieur qui est entièrement tendu de pièces de tapisserie avec les bordures et des paysages que l'on devine derrière, et sur ces tentures de tapisserie en laine et soie peuvent être accrochés des tableaux, comme c'est le cas ici. On devine même ici les petits cordons qui permettent de raccrocher le tableau, et donc qui suppose qu'un clou vient traverser la tapisserie.
et ce qui, je crois, malheureusement, est constaté par les restaurateurs des tapisseries aujourd'hui. On devine, vous le devinez peut-être ici, derrière un tout petit bout d'un objet qui est très fréquent, qui est ce qu'on appelle une plaque de lumière, qui vient ici disposée à droite de la cheminée, et qui est un objet d'orfèvrerie, c'est une applique en fait, un chandelier en applique, et qui est lui-même posé sur la tapisserie. On aura exactement la même chose pour les miroirs qui vont être très fréquemment accrochés sur les tapisseries. Et du coup, on est assez surpris, et c'est toute la perception du rôle des tapisseries à l'intérieur d'un hôtel qui est remise en question, puisque ce dispositif qui est ici présenté par Boss sur des verdures, c'est-à-dire des tapisseries qui ne racontent pas d'histoire particulière, ce sont des paysages, on voit quand même exactement le même usage sur des tentures historiées, c'est-à-dire des pièces de tapisserie qui représentent des figures avec des scènes et une histoire. Eh bien on n'hésite pas à y placer dessus des miroirs ou des tableaux ou des plaques de lumière, en tout cas des objets rapportés. De la même manière, on n'hésite pas à placer contre le mur tendu de tapisserie des meubles de hauteur. C'est ce qu'on appelle la famille des meubles de hauteur, ce sont essentiellement les cabinets, c'est ce qu'on devine ici avec le piétement en colonne là, ou bien des armoires qui vont être disposées contre les murs tendus de tapisserie, parfois même donc de tapisserie historiée. Donc entre les tableaux, les meubles d'appui, comme les tables, consoles, comme les armoires, les cabinets, ou bien les systèmes d'éclairage, on peut avoir donc des tapisseries ou des tentures de soierie totalement rendues illisibles par la présence des meubles rapportés. Et puis enfin, il y a aussi l'usage très fréquent au XVIIe et qui illustre très bien Boss, de recouvrir les meubles, notamment les meubles les plus précieux, de tapis ou de tissus ou de housses en cuir ou simplement de tapis décoratifs. C'est le cas ici de ce cabinet dont on devine le piétement en bas, mais qui est recouvert d'un tapis brodé, manifestement, d'une guirlande de fruits. Et sur ce tapis sont posés une corbeille de fruits, des vases en porcelaine, enfin, qui semble être en porcelaine, pas forcément chinoise, mais en tout cas, ce qui sous-entend qu'on ne peut pas enlever le tapis comme on veut pour ouvrir le cabinet qui se trouve en dessous. Ça suggère une manipulation des objets qui ne nous viendraient pas à l'idée aujourd'hui et donc que l'on a un peu de mal à comprendre. Et de la même manière, les tables sont très fréquemment recouvertes de tapis, comme c'est le cas ici. Alors ici, c'est peut-être une table très simple, mais on va voir aussi fréquemment des tables de marqueterie, donc des tables précieuses recouvertes de tapis, de manière à les protéger, et qui là aussi suggère qu'il y a une sorte de mise en scène, et que lorsque l'on veut montrer ses biens ou sa fortune ou la qualité de son ameublement, on retire les tapis. Mais qu'en temps normal, les meubles les plus précieux, et c'est le cas aussi des sièges, avec les broderies et les garnitures les plus riches, en temps normal, tous ces meubles précieux sont entièrement recouverts de housses ou de tapis, et qui suggèrent donc véritablement une manipulation, et donc une sorte de mise en scène, non pas quotidienne, mais dans le cadre de fêtes, et donc un usage des grands appartements qui est beaucoup plus complexe, qui ne peut pas se faire comme ça à l'improviste, et qui suppose donc une domesticité qui soit là pour soulever les tapis, enlever les housses, préparer une pièce pour une réception. Alors, cela pose encore plus de problèmes, toutes ces superpositions, lorsqu'on se trouve dans le cas des pièces avec des lambris de hauteur, ce qu'on appelle les lambris de hauteur, c'est-à-dire un système de décor intérieur fixe, sculpté, peint, doré, qui orne la totalité des murs. Ce qui est le cas, par exemple, ici, de l'une des pièces de l'hôtel de la Rivière, le cabinet doré de l'hôtel de la Rivière, sur la place des Vosges, dont le décor architectural a été remonté au musée Carnavalet. Et dans cette pièce-là se trouvait placé à la mort de son occupant, j'ai évidemment oublié la date, exact, mais se trouvait, donc l'appartement était occupé par l'évêque de Langres, se trouvait dans cette pièce regroupée une collection importante de tableaux et également un ameublement de chambres, puisqu'on trouvait un lit qui venait se placer ici. On suppose que le lit venait se placer entre ces paires de pilastres, mais cela suggère que, par exemple, le décor du lambris bas, tous ces décors peints de la partie basse du lambris, n'étaient pas visibles. Les sièges également, qui étaient inventoriés dans cette pièce, sont traditionnellement disposés le long des murs au XVIIe siècle, nous y reviendrons juste après, rendant la lecture impossible du décor de la partie basse. Et puis il y avait aussi toute une collection de tableaux
que l'on a du mal à imaginer ici, mais il y avait l'évêque de Langres était un grand collectionneur de tableaux. Il y avait notamment un Poussin très, très célèbre, un Carache, pardon, très célèbre, qui devait s'inscrire dans ce grand décor ordonnancé, architecturé, et sous le plafond réalisé par Lebrun. Là aussi, c'est un ensemble qui, remonté au musée Carnavalet, ne donne qu'une petite idée de l'ameublement d'origine de ce cabinet de l'hôtel de la Vrillière, qui était complété, donc je vous le disais, par un lit qui était garni d'un brocart à fond d'or et d'argent, donc qui peut là assez bien s'accommoder du décor doré et blanc du plafond, accompagné d'une petite table en noyer recouverte d'un tapis. Il y avait 6 chaises qui avaient le même brocart. Et puis il y avait une collection de guéridons, 4 guéridons, ce qu'on appelle le 17e des guéridons. Ce sont des pièces sur des petits meubles d'appoint sur lesquels on pose les luminaires en général, les chandeliers, les girandoles, etc. Et qui étaient des guéridons en bois peints façon de corail, et qui là apportent une touche de couleur un peu différente, mais qui finalement viennent faire l'harmonie avec les détails de couleur que l'on a dans la partie basse. Des fauteuils ensuite, et un tapis de Turquie qui venait se placer sous le lit. Un ameublement relativement simple, mais surtout une collection de tableaux extrêmement importante. Donc, notamment le Carache, qui était une petite descente de croix estimée à 800 livres, qui est une valeur tout à fait considérable. Mais le problème, c'est qu'on a du mal c'est que la présentation musée délimite bien les cadres dans lesquels on imagine bien les tableaux de la rivière à l'intérieur, mais en tout cas, les tableaux étant disparus, non identifiés, on ne peut pas avoir l'ensemble parfaitement cohérent, mais il faut donc restituer cet ameublement, un lit, et au moins donc des tableaux disposés dans ces cadres qui semblent prévus par l'architecture. Alors voilà, je voulais dire un mot sur les ensembles de collections, mais je vais y passer vite. Pour rester plus dans le domaine du mobilier, la façon des notaires de priser les meubles par ce qu'on appelle des items, donc c'est-à-dire des lots, permet de repérer et de confirmer quelque chose qui aujourd'hui a totalement disparu, sauf quelques rares cas extrêmes comme cet exemple-ci. On voit apparaître la notion d'ensemble mobilier, c'est-à-dire de plusieurs pièces de mobilier qui forment un ensemble cohérent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pièces d'usage différents, de meubles différents, mais qui forment un ensemble de matériaux et de couleurs. Ils sont prisés dans un même lot, l'inventaire décrit bien qu'il s'agit d'un même ensemble, et l'iconographie contemporaine permet effectivement de confirmer cela dans des ensembles qui ont généralement été totalement dispersés depuis le XVIIe siècle. C'est notamment un ensemble, alors que l'on connaît bien pour ce qu'on appelle le meuble, c'est-à-dire l'ensemble du siège et du lit garnis de la même manière, mais c'est valable aussi pour des meubles d'ébénisterie, et ce que l'on va appeler parfois au XVIIe une triade, c'est-à-dire l'ensemble composé par une table, un miroir et une paire de guéridons. Alors, vous en avez ici représenté in situ avec ces séries de gravures de mode, j'allais dire, du règne de Louis XIV, où l'on a un bureau, un miroir et une paire de guéridons, où ces dessins préparatoires aux gravures, qui sont passionnants, conservés là aussi à la bibliothèque municipale de Versailles, parce que certains sont datés de 1690, avec ce bureau Mazarin, le miroir ici, ou bien dans les recueils d'ornements, dans les modèles de meubles publiés notamment par Lepôtre. Ici, on trouve bien cet ensemble de 3 meubles qui ont été rarement conservés, et les exemples conservés se trouvent toujours conservés à l'étranger, dans les collections royales européennes, notamment de la cour du Danemark, ce qui est le cas de cet ensemble-ci, qui correspond à des choses totalement disparues en France, c'est-à-dire des meubles bleus garnis de grilles d'argent, et qui forment un ensemble cohérent. Et ça, c'est ce que l'on trouve dans les chambres les plus nobles, les plus riches des hôtels particuliers parisiens, mais qui ont totalement disparu de l'ensemble des hôtels, et même en général du territoire français. On en trouvera également conservés dans les châteaux anglais, des meubles dont la provenance française est avérée et qui forment un ensemble. Je crois qu'il faut que j'aille
j'avance un petit peu plus vite. Alors, l'iconographie de la même époque nous montre aussi un point sur lequel, un point que confirment les inventaires, c'est où l'iconographie ou la littérature de l'époque parle très souvent de l'usage de déplacer les meubles à l'intérieur d'une pièce. J'ai ici sélectionné 2 images, notamment celle-ci qui représente un concert. Alors dans une chambre, vous voyez que nous sommes ici au tout début du fin 16e, début 17e, et il est encore d'usage ici d'avoir la chambre comme pièce principale de réception. Mais vous voyez derrière, au fond, ici, un petit valet, un petit domestique qui déplace une chaise qui est placée au fond contre le mur. C'est un usage que l'on voit dans toutes les gravures de Bosse, de voir les sièges disposés le long du mur et que l'on déplace à besoin en fonction de la réception. Et c'est valable aussi pour les sièges de commodité, comme ici cette chaise percée, et qui sont toujours inventoriés dans les garde-robes, dans les inventaires après décès. Mais ce genre d'image, ou la littérature, ou les mémoires de l'époque, indiquent que l'usage de ces meubles-là ne se fait pas dans la garde-robe, mais que l'on déplace le siège là où on en a besoin, et généralement dans la chambre. Ça va être exactement la même chose pour les luminaires. On s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de luminaires fixes dans les appartements et dans les pièces des hôtels. Les lustres sont très rares, sont des objets extrêmement luxueux. En revanche, les luminaires sont toujours inventoriés dans les pièces de stockage, dans les garde-robes, dans les petites pièces, dans les cabinets, sont dans des sortes de coulisses, si vous voulez, du grand appartement, et cela suggère qu'on apporte les luminaires selon les besoins. D'accord. Voilà, exactement le même cas pour la toilette. Alors, ce qu'on appelle la toilette, c'est l'ensemble de ces objets de toilette. Alors, la toilette a l'avantage pour moi de réunir la notion d'ensemble, comme les triades tout à l'heure, et la notion de mobilité. La toilette est peut-être un ensemble extrêmement luxueux, comme c'est le cas de la toilette d'orfèvrerie, qui est l'un des grands succès commerciaux des orfèvres parisiens du milieu du XVIIe siècle, mais ce sont des objets que l'on stocke dans des coffrets. Alors ici, c'est un coffret beaucoup plus tardif, ou dans des cassettes, et ces cassettes sont elles-mêmes conservées en général dans la garde-robe. Et ce qui suggère que pour ce moment important de la vie quotidienne des dames de qualité du XVIIe siècle, le coffret est apporté dans la chambre, puisqu'ici nous sommes bien dans une chambre, et que tous les ustensiles sont sortis du coffret. Et qu'il n'y a donc pas cette idée que l'on voit malheureusement dans certains musées ou dans un certain château où l'on restitue l'ambiance d'une époque, même si elle est très luxueuse comme c'est le cas ici, la toilette n'est jamais exposée en permanence. Elle est exposée au moment où on s'en sert et nécessite là aussi un déplacement et une mobilité. Voilà, alors je vais passer sur tous ces graphiques affreux sur lesquels je me suis attaché pour la quantité des meubles, les valeurs, les estimations, mais je passe. Pour terminer rapidement sur les meubles en eux-mêmes. Les inventaires permettent de bien suivre l'évolution des meubles qui, dans leurs usages, ne changent pas, et c'est le cas par exemple des lits, mais ça va être le cas des sièges par exemple, où l'on voit l'évolution des styles, et à travers les inventaires, on voit bien l'évolution des types de lits que je vous ai résumés ici très rapidement, entre le lit à colonne en housse traditionnel, c'est-à-dire sans rideau, le lit à colonne à rideau, que vous avez là, le lit d'ange dont je vous parlais tout à l'heure, ces lits de jour, c'est-à-dire très décoratifs que l'on ne peut pas fermer, et qui va aboutir à la fin du XVIIe au lit à la duchesse, qui est une sorte de synthèse entre le lit à colonne à rideau et le lit d'ange. Je pourrais parler des heures des lits, donc je ne vais pas le faire. Je voulais conclure sur le dernier point, et après on aura, je crois, le temps de poser un certain nombre de questions, et si vous voulez que je revienne sur certains détails, nous pourrons. Sur la question qui évidemment m'a taraudé tout le long, c'est d'essayer de retrouver des objets qui étaient décrits dans les inventaires. Et la phrase d'Alain Méraud en introduction semblait quasiment condamner la possibilité de retrouver des objets authentiques et identifiés dans des inventaires.
Alors, c'est toutefois possible dans une certaine mesure. Le résultat, la chasse est extrêmement maigre, je vous l'accorde immédiatement, mais c'est possible dans certains cas précis. Et c'est notamment dans le cas des collections d'œuvres d'art que l'on arrive à retrouver des objets aujourd'hui conservés dans des musées principalement. Et c'est le cas ici d'une série de bronzes qui proviennent de l'ameublement à nouveau de l'hôtel Esselin. Pour revenir sur l'île Saint-Louis, Esselin était un très très grand collectionneur de tableaux notamment, mais également de sculptures et d'objets d'art. Et il y avait une collection importante de petits bronzes reproduisant des antiques principalement, qui sont des reproductions d'œuvres célèbres de Jean de Bologne et qui font partie de ces collections qui sont passées ensuite dans les collections royales et que l'on retrouve aujourd'hui à Versailles ou au Louvre. Vous avez ici certains des objets qui sont très clairement décrits, ce sont des petits bronzes, et qui sont très clairement décrits dans l'inventaire d'Esselin de 1662. Dans la famille des objets provenant de l'île Saint-Louis, celui-ci a connu un long voyage. L'hôtel de Bretonvilliers abrite au tout début du XVIIIe siècle une très grande collection de tableaux. Le Ragois de Bretonvilliers sont des grands collectionneurs et notamment on identifie, les spécialistes de Poussin identifient dans l'inventaire de 1712 ce tableau aujourd'hui conservé à Philadelphie du Triomphe de Vénus et que l'on repère dans une petite pièce qui était sans doute l'une des mieux placées de l'hôtel de Bretonvilliers qui se trouve ici, ce cabinet au tableau du rez-de-chaussée de l'hôtel de Bretonvilliers qui se trouve à l'angle entre le jardin et le quai qui passe ici en bas de l'image et dans lequel se trouve parmi un nombre impressionnant de tableaux ce très célèbre tableau qui atteint la prisée de 2000 livres, ce qui est tout à fait considérable. Mais vous le voyez, c'est surtout par le biais des sculptures, des petits objets d'art et des tableaux qu'on a le plus de succès dans le repérage de ces objets. Voilà quelques autres exemples avec la citation de l'inventaire correspondant. C'est ici dans un hôtel de la place des Victoires. Dans les tapisseries, naturellement, puisque les tapisseries ont l'avantage très souvent d'arborer les armes du propriétaire. Et les spécialistes de tapisserie ont pu depuis longtemps faire le lien entre des armes de tapisserie et les inventaires après décès. C'est le cas ici de cette tapisserie provenant de la collection de l'hôtel de Lavrière. Et en ce qui concerne les meubles à proprement parler, ce sont les tentures armoriées, à nouveau, qui permettent de s'y retrouver, notamment ces très célèbres pentes qui présentent les armes de la famille de Gondy, qui était propriétaire de l'hôtel de Lesdiguières au début du XVIIIe siècle, et pour lequel le même système de repérage des armes du propriétaire permet de reconnaître cet exemple de bureau à caisson, en marqueterie métallique, qui est décrit en 1716 et qui présente les armes à nouveau les armes de la famille de Gondy et donc de la duchesse douairière de Lesdiguières qui portait aussi le titre de duchesse de Ray, et dont toutes les armes se trouvent représentées ici, notamment les petites massues entrecroisées que vous avez là, qui correspondent aux petites massues qui se trouvaient là et qui forment donc un ensemble. Et finalement, c'est l'un des très rares exemples de meubles d'ébénisterie du XVIIe siècle. Alors même s'il est décrit dans un inventaire du XVIIIe, c'est un meuble qui est créé avant, lorsque la duchesse s'installe et réaménage son appartement dans les années 1600, à la fin des années 1680. C'est finalement l'un des très rares meubles que l'on peut assurément relier à un inventaire après décès. Donc vous voyez que la pêche est extrêmement maigre et elle est beaucoup plus efficace donc dans les œuvres d'art officielles. Voilà, en conclusion, je voulais m'arrêter sur ce tableau qui malheureusement reste anonyme, qui représente une scène de la Commedia dell'arte dans un appartement dans lequel on retrouve finalement synthétisé, et en plus dans une collection privée, qui trouve synthétisé un petit peu tous les éléments que j'ai essayé de vous indiquer sur l'usage des pièces, sur la présence de l'appartement, sur le type de meubles, sur la présence des luminaires, la superposition des objets les uns sur les autres, les variations de couleurs, les types, des différents objets, des différents matériaux. Et si aujourd'hui, effectivement, nous n'avons plus aucun ensemble
à regarder, à la différence de ce qu'on peut trouver en Angleterre ou aux Pays-Bas, d'ensembles parfaitement conservés avec l'enveloppe architecturale et le mobilier. Nous sommes obligés, pour les intérieurs parisiens du XVIIe, de nous contenter de ces vues du 18e, fin XVIIe, début XVIIIe, ou de ce jeu de reconstitution par l'imagination de ces différentes pièces du Pulse que je vous ai indiquées. Voilà, je vous remercie et je suis sûr que vous avez des millions de questions. Merci.